Solène Rivoal est historienne, maîtresse de conférences à l'Institut universitaire d'Albi, spécialiste de Venise au XVIIIe siècle. Elle a fait paraître en 2022 Les marchés de la mer, une histoire sociale et environnementale de Venise au XVIIIe siècle. Romain Granchet est historien, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de la mer et du droit maritime. Il est l'auteur notamment en 2025 de La mer en commun, une histoire par en bas du monde de la pêche, Dieppe, XVIIIe, XIXe siècle. Mercredi 10 décembre 2025, ils étaient tous deux à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif qu'ils ont coordonné, Dernière frontière, une histoire environnementale du fond de la mer, aux éditions Champvallon. La rencontre était menée par le libraire Samuel Péricot. Bonsoir, merci d'être là ce soir pour cette rencontre avec Solène Rivoal et Romain Granchet qui nous font le très grand plaisir ce soir de présenter un livre que j'ai trouvé tout à fait formidable. Alors, c'est étonnant parce que c'est un ouvrage collectif tiré de journées d'études, donc qui a, disons, un début très universitaire et qui est absolument fascinant. Ça s'appelle Dernière frontière, une histoire environnementale de la mer. Donc on va en parler, je vais essayer de vous faire passer ma fascination pour ce livre, mais finalement on va voir comment eux se débrouillent plutôt. Solène, tu es historienne, maîtresse de conférences à Albi. Romain, alors plutôt spécialiste de l'histoire des pêcheurs à Venise au XVIIIe siècle, c'est bien ça. Romain, tu es chercheur au CNRS. Aussi rattaché au laboratoire Framespa qui regroupe une bonne partie de Toulouse, manifestement. Et toi, tu es plutôt spécialiste des pêcheurs bretons tournant 19e, 20e siècle, si je ne m'abuse. Normand. Voilà, la première boulette. C'est parti. C'est assez étonnant de partir sur au début, ce que je me suis dit, c'est que c'était très étrange de faire une histoire du fond de la mer. C'est-à-dire que l'histoire, c'est quand même, techniquement, l'histoire des êtres humains, de leur évolution, de leur société, tout ça. Le fond de la mer, c'est un milieu tout à fait inhospitalier, dans lequel on a du mal à vivre. Donc, il y a cette partie-là. Comment est-ce que les humains peuvent se retrouver là-dedans ? Est-ce qu'on peut faire l'histoire d'autre chose ? Ou comment voir ces évolutions sans faire de la biologie et y compris, vous avez une citation d'un marin dans un des articles, dans un des chapitres du livre, qui dit « il n'y a que de l'eau ». Quand on est en mer, très loin, il n'y a que de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces fonds marins, au fond de la mer, qui puisse faire histoire, dont on puisse raconter l'histoire? Alors, ce n'est pas ma première question, hein, sinon on est parti pour à peu près 1h30, 2 heures. De toute façon, c'est un livre dans lequel il y a énormément d'informations, donc ce que je vous propose, c'est que toutes les heures, on fasse un vote pour savoir si on continue pour 1 heure ou si on s'arrête et que vous lisez le livre chez vous. Non, la première question qui est peut-être plus personnelle sur vos travaux de recherche et comment vous en êtes arrivé à l'écriture de ce livre, ce serait comment est-ce que l'une et l'autre, vous avez dans vos recherches d'abord rencontré la mer, puis rencontré les pêcheurs, puis rencontrer les fonds marins. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre que vous l'avez fait, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé à ça ? Tu veux commencer ? Merci. Oui, vous m'entendez ? Bonjour à toutes et tous, ravi de votre présence ici. Je ne sais pas si tu l'as précisé, mais juste, c'est un collectif, donc nous on a écrit l'intro, on a assuré la coordination, mais plein de textes, donc c'est des collègues qui les ont écrits, donc on n'est pas spécialiste de tous les thèmes abordés dans le cadre de ce livre. Alors moi j'ai rencontré les trois en même temps.
donc les pêcheurs, la mer et les fonds marins. Enfin, je parle d'un point de vue académique et de mon parcours de recherche. Hein. J'avais rencontré la mer avant, bien sûr. Et je les ai rencontrés en master, donc ça remonte à plus d'une dizaine d'années. Et je faisais un mémoire de recherche, je m'initiais à la recherche et je travaillais sur la violence entre ouvriers au XIXe siècle. Et étant normand, ça m'avait conduit aux archives départementales de Seine-Maritime, où j'étais tombé sur un énorme dossier, un affrontement. Alors cette fois, c'était pas de la violence entre ouvriers, c'est de la violence entre pêcheurs. Un affrontement qui avait eu lieu à Dieppe en 1818 entre deux communautés de pêcheurs. Et en l'occurrence, donc, c'était les pêcheurs de Dieppe qui s'en prenaient à des pêcheurs qu'ils considéraient comme étrangers, qui venaient pêcher au large de leur côte et vendre leurs poissons dans leur port. Et en creusant ce cas, je me suis aperçu que ce qui reprochait fondamentalement à ces pêcheurs venus d'ailleurs, quand je dis ailleurs, ils venaient de la basse Normandie, hein, donc à quelques dizaines de kilomètres de là, c'était principalement des pêcheurs d'Honfleur et de Trouville. Voilà, ça doit vous évoquer quelque chose. Et donc ce qui leur reprochait à ces pêcheurs, c'est d'utiliser une technique qui se diffusait à cette époque-là dans la Manche, qui était la technique du chalut. Et ils leur reprochaient d'utiliser cette technique parce qu'ils considéraient qu'elle avait un effet néfaste sur les fonds marins et qu'elle était responsable de la dépopulation des océans, qui était un thème déjà formalisé, identifié à cette époque-là. Est-ce que tu pourrais nous préciser très vite ce que c'est qu'un chalut ? Oui, je sais pas, on n'est pas dans une ville maritime, donc peut-être certains d'entre vous ne sont pas absolument familiers de tous les termes marins, si tu pouvais nous le dire très vite. Tout à fait, oui. Les pêcheurs et les historiens de la pêche, ceux qui étudient la pêche, donc, distinguent différentes techniques, et le chalut, il appartient à ce qu'on appelle des métiers, donc les métiers traînants, et c'est donc tous ces engins de pêche qui ont pour caractéristique d'être traînés par un bateau sur les fonds marins, avec tous les dégâts que ça peut occasionner. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais vraiment commencé à identifier qu'il y avait un sujet autour des fonds marins à ce moment-là, parce que alors les pêcheurs d'un autre village, pas de Dieppe, mais d'Étretat, donc un peu plus au sud, eux, pour lutter contre ces intrusions de pêcheurs chalutiers étrangers, ils avaient pris la décision d'aller immerger sur les fonds des énormes blocs de pierre, un peu pour défendre comme ça leur territoire de pêche à eux, et en espérant que les chaluts se feraient détruire par ces blocs de pierre. Et c'est intéressant parce que c'est une technique qu'aujourd'hui Greenpeace emploie dans les aires marines protégées pour empêcher les chalutiers d'aller détruire ces zones qui sont censées être protégées. Merci. Solène ? Bonsoir. Alors moi, c'est un peu différent de Romain. Je pense que l'intérêt qu'on a en commun au départ, c'est l'histoire sociale. C'est qu'on aime bien faire l'histoire d'habitants, de travailleurs, voilà. Et on a la même période aussi. On est dans la même période. Enfin, toi plutôt. Toi, tu vas jusqu'au début du 19e, moi non. Moi, clairement, je dépasse pas la fin du 18e siècle. Mais alors moi, contrairement à Romain, j'en suis venue à la mer avec le poisson. Donc en fait, j'avais envisagé, pendant mon master, j'avais fait une thèse, n'importe quoi, un master sur les marchés de Venise au XVIe siècle. Et puis pendant ma thèse, j'ai voulu continuer en fait tout ce travail d'approvisionnement des villes au XVIIIe siècle. Et je me suis très rapidement rendu compte que prendre les marchés d'approvisionnement dans son ensemble, ça n'avait aucun sens c'était beaucoup trop ambitieux, ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens, etc. Et en me penchant davantage sur toute cette documentation que j'avais à disposition, en fait, je me suis rendu compte que dans les archives que je regardais, il y avait énormément de poissons. Mais énormément, enfin vraiment beaucoup de textes, de lois. Les Vénitiens légiféraient beaucoup sur les espèces pêchées et vendues, sur la manière dont il fallait pêcher dans la lagune, sur les pêcheurs en Adriatique, etc. Et donc j'ai décidé en fait de focaliser mon attention sur ces marchés de poissons, ce qui m'a ensuite amené à aller à rebours en fait, voir les pêcheurs, voir les zones de pêche, voir la lagune. Et j'ai trouvé exactement ce dont parle Romain, c'est assez rapide de les voir, et surtout dans une lagune. Quand on travaille dans une lagune, tous les filets qui sont employés sont en permanence un peu le point
de conflits très locaux, que ce soit dans le nord de l'Adriatique ou dans la lagune. Et on a toujours cette idée de ces filets qui raclent le fond des mers, qui détruisent tout, qui sont particulièrement... Alors à Venise, ce dont on parle aussi, c'est beaucoup de ces filets lestés. Qui sont vraiment, qui labourent un peu, en tout cas c'est comme ça qu'ils le disent, qui labourent les fonds des mers, avec une particularité dans cette lagune vénitienne, c'est que comme la lagune est aussi un espace de reproduction, il y a aussi toute une idée de fragiliser 2 fois plus les ressources, non pas en les détruisant simplement une fois en passant le chalut ou le filet. Il n'y a pas beaucoup de chalut, il n'y a pas de chalut dans la lagune, hein, mais il y a quand même des arts traînants. Mais par contre, il y a toute cette destruction des habitats de reproduction des futures espèces qui inquiètent beaucoup les Vénitiens. Donc voilà, moi je suis venue, vous voyez, depuis la terre et puis je suis repartie dans les espaces maritimes, comme ça. Merci. Il y a un chapitre dans votre livre sur la manière dont les historiens ont appréhendé petit à petit l'histoire des mers, puis ont découvert les profondeurs, notamment sur la Méditerranée. Manifestement, Braudel parlait d'une plaine liquide. Donc une plaine, c'est un espace sans fond, finalement. Comment est-ce que l'histoire en est venue à ne plus parler de la surface, mais à aussi rentrer dans le fond des mers ? Voilà, je pense que je laisserai Romain compléter, mais je pense que c'est effectivement par tous ces travaux sur la pêche, sur les éléments en fait qui peuplent. Ah, on a augmenté mon micro, il faut que je recule un peu. Hein. Qui peuple la mer, en fait, dans tout son ensemble. Donc, toutes les ressources qui ont pu être exploitées, qui sont les poissons, les espèces halieutiques, mais aussi les algues, le corail, les éponges. Enfin, il y a tout un ensemble comme ça de ressources qui sont liées à cette histoire d'une mer en 3 dimensions. Et c'est vrai qu'à l'époque de Braudel, on avait une idée de la mer qui n'était pas une idée en 3 dimensions, ou en tout cas avec cette idée de faire l'histoire d'un milieu, en fait. C'est pas du tout quelque chose que Braudel défend, ni les gens à cette époque-là. Et progressivement, on en vient avec effectivement l'histoire de l'exploitation, l'histoire de l'environnement aussi, puisqu'on commence à appréhender cette mer comme un milieu, à comprendre qu'il y a un ensemble de ressources, un ensemble de choses qui se passent sous la surface. Et donc, on essaie de travailler dessus. Mais peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est intéressant peut-être dans ce livre, et ce qu'on défend, je crois, avec les auteurs qui ont écrit dedans, c'est que ça devient, ou ça peut devenir une catégorie de l'histoire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, on parle de différentes choses, enfin, des espèces maritimes, des pêcheurs, des techniques de pêche, voilà. Et puis, je pense que ce qu'on essaie de faire dans ce livre aussi, c'est de dire les fonds marins, c'est un milieu en particulier, et ça peut être étudié comme tel, et il y a peut-être un intérêt à être ensemble, à travailler, à creuser cette catégorie-là, qui peut donner en fait une analyse un peu plus poussée et complexe de ce milieu-là, qui est un milieu qui, comme on l'a dit dans le titre, qui constitue aussi une pensée un peu particulière dans l'imaginaire. Enfin, les fonds marins, c'est vraiment cette idée de dernière frontière. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc peut-être créer une catégorie sur laquelle on puisse s'intéresser un peu plus et qui avait peut-être un peu moins avant. Voilà. Si je complète, je vais redire des choses, mais oui, non, globalement, les mers et l'océan, c'est des objets de recherche relativement anciens en histoire. Enfin, tu as parlé du livre de Fernand Braudel, la Méditerranée et le monde méditerranéen, qui est vraiment
qui est un livre qui date du milieu du XXe siècle et qui est vraiment un grand classique. Mais cela dit, même s'il y a eu quelques études comme ça, pendant très longtemps, les historiens se sont quand même beaucoup plus focalisés sur les milieux terrestres. Et il y a certains collègues qui ont pu parler d'une vision terracentrique ou continentaliste de l'histoire pendant longtemps, qui aurait négligé les 70% restants de la planète. Et dernièrement, ces 20 dernières années, au contraire, on a pu parler cette fois-ci d'un tournant océanique, l'idée que les sciences humaines et sociales en général et les historiens en particulier se seraient mis beaucoup plus, pas tout d'un coup, mais se seraient progressivement beaucoup plus intéressés à ces espaces-là. Et ça, c'est beaucoup lié à l'essor d'un sous-champ de recherche qui est l'histoire environnementale, donc qui étudie les interactions entre les sociétés humaines et leur environnement. Et pendant très longtemps, cette histoire environnementale, elle s'est développée à partir d'environnements terrestres, en étudiant par exemple les forêts, les montagnes, les fleuves et les rivières, et avait assez largement négligé les mers et l'océan. Et là, en une dizaine d'années, il y a vraiment eu un phénomène de récupération avec beaucoup de travaux. Et donc là, on a une toute nouvelle vision de cet environnement. Et donc, ce qu'a rappelé Solène, c'est un environnement qu'on conçoit beaucoup plus en 3 dimensions maintenant, ce qui permet d'aller jusqu'au fond, alors que Braudel, il faisait de la mer le centre de son étude historique, ce qui était révolutionnaire, mais la mer qu'il étudiait, ça restait quand même une surface qui permettait de connecter les différentes parties de la Méditerranée. Il ne s'intéressait pas à la Méditerranée comme écosystème. Et ça, c'est aussi une autre manière d'envisager la mer qui a émergé depuis une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment la considérer comme un écosystème, et un écosystème fragile, menacé par les activités humaines, et aussi transformé de longue date par ces activités. Alors, il y a aussi une histoire des savoirs des fonds marins qui est un espèce de fil rouge à travers les différents chapitres du livre, c'est-à-dire le moment où on part du savoir des pêcheurs, beaucoup, et puis ensuite on passe à un savoir qui sera un savoir industriel ou scientifique ou administratif, et qui se construit à un moment où on progresse aussi dans l'exploitation du fond de la mer. Mais peut-être on peut commencer par la période la plus lointaine, qui est le sujet du premier chapitre du livre, sur notamment les savoirs des pêcheurs de perles d'huîtres dans les Caraïbes, et la manière dont finalement, dans une situation coloniale, le savoir des pêcheurs autochtones peut être récupéré pour devenir une espèce de savoir savant impérial ou colonial. Je te laisse en dire un mot ? Non, vas-y. Merci Samuel. Oui, moi je trouve ça hyper intéressant, ce savoir pratique en fait, qui est un peu à l'origine de ce qu'on connaît de ces fonds. Et alors tu parles du premier article, effectivement c'est un article donc de Molly Walsh sur les pêcheurs de perles sur la côte de Perles, en Amérique du Sud. Et en fait ce qu'elle explique, c'est comment ce savoir des pêcheurs génère en fait toute une organisation de la pêche autour de ces pêcheurs-là, et les conflits qu'il peut y avoir dans un contexte colonial avec la conquête notamment des Espagnols, et l'idée que cette conquête va essayer de favoriser, où les administrateurs peuvent essayer de favoriser des gens qui veulent mettre en place une autre manière d'exploiter ces fonds, et notamment des machines, des avancées qui permettraient d'avoir une exploitation plus grande de cette côte de perles. Et donc on assiste à un conflit de techniques entre savoirs locaux et cette volonté de mettre en place ces autres activités. Mais il y a des choses très belles dans ce qu'elle raconte, parce que du coup ça génère, ça c'est toujours pareil, mais quand on fait de l'histoire, il faut des sources, et c'est bien parce qu'il y a des conflits là, en tout cas sur cette côte, qu'on a un peu des indices de la manière dont ça se passait. Et donc dans ces controverses qui ont été documentées, on apprend par exemple que ces pêcheurs, ils arrivent à connaître les fonds marins en les écoutant.
Donc il repère, en tout cas c'est ce que Molly Walsh dit, il semble repérer les bancs d'huîtres au bruit qu'ils font. Voilà, donc il se repère dans les fonds marins avec une technique qui est liée à l'ouïe par exemple. Voilà. Et donc il y a pas mal de choses comme ça qu'on apprend dans cet article, mais on pourrait tout à fait développer ça sur la manière dont les pêcheurs ont exploité ces fonds marins alors qu'ils sont des fonds marins près des côtes. On parlera peut-être plus tard des différentes catégories de fonds marins parce qu'on essaie d'envisager tous les fonds marins aussi dans ce livre. Mais effectivement, les plus anciens, ou les techniques les plus anciennes et les connaissances les plus anciennes sont sur des fonds marins qui sont assez proches des côtes. Mais on se rend compte qu'en fait, avec cette exploitation des ressources, il y a beaucoup de savoir, de connaissances qui circulent sur la manière dont poussent les espèces, la manière dont elles se reproduisent, comment est-ce qu'on peut envisager tout cet écosystème dont Romain a parlé grâce à cette exploitation. Donc en fait, nous, ça nous intéressait aussi de montrer que chronologiquement, on parle beaucoup de cette exploration des fonds marins au XIXe siècle, avec la création de l'océanographie, ces grands fonds, etc. Mais qu'on peut penser qu'avant le XIXe siècle, il y a une histoire de ces fonds marins qui n'est pas une histoire des abysses, ou alors il faut intégrer aussi toutes les représentations dont on a, etc. Mais qui est une histoire liée à des habitants des côtes, des littoraux, qui ont une connaissance certaine de ces fonds marins et que ces fonds marins existent et ont une histoire, pour reprendre ce que tu disais en introduction. Romain, est-ce que tu veux peut-être préciser qui étaient ces pêcheurs de perles et rapidement, quel était le conflit dans lequel ils se sont retrouvés, parce qu'en fait, on retrouve sans arrêt des conflits dans le livre entre disons, des petits pêcheurs et des volontés d'exploitation de manière beaucoup plus large et beaucoup plus industrielle des ressources. Donc, si tu peux préciser un petit peu cet aspect. Oui, bien sûr. Juste peut-être repréciser que donc, le premier article porte sur un conflit qui a lieu au XVIe siècle dans les Caraïbes, autour de l'exploitation donc, de ces bancs d'huîtres perlières. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, donc, c'était vraiment, il y avait une grosse demande avec c'est les débuts de la mondialisation et tout un ensemble de produits de luxe comme les perles vont avoir vraiment un rôle très important dans le commerce international à cette époque-là. Et il y avait aussi d'autres zones anciennement connues dans le golfe arabo-persique et aussi dans l'océan Indien, que notamment les Anglais et les Portugais se disputaient. Donc l'histoire qu'elle raconte, elle est intéressante aussi parce qu'elle n'est pas si isolée que ça. Il y a déjà une espèce d'histoire de la mondialisation de l'exploitation de ces fonds. Et en l'occurrence, donc, le conflit qu'elle étudie, il porte sur la main-d'œuvre qui est employée pour aller pêcher, donc essentiellement dans un premier temps des plongeurs amérindiens, et puis dès les années 1520-1530, des personnes esclavisées venues d'Afrique pour remplacer ces plongeurs amérindiens et donc utiliser une main-d'œuvre servile pour aller chercher ces perles au fond de la mer, en sachant que c'était aussi un métier extrêmement dangereux, qui était synonyme d'accidents, etc. Alors j'en ai une, mais qui est un peu plus tardive, mais c'est une très bonne idée. Qui est un peu plus tardive, qui date du 19e siècle, ici, et donc qui concerne une scène de pêche aux perles au Sri Lanka, où on voit donc tout un ensemble, donc les bateaux au-dessus, et une représentation de ce qui se passe sous la surface, avec là, ces pêcheurs qui sont tous reliés à la surface par une corde et avec un sac dans lequel ils peuvent mettre les perles qu'ils pêchent. Et donc, ce qui est intéressant dans le cas étudié par Molly Walsh, c'est qu'on a eu une période où tout un ensemble d'administrateurs, d'entrepreneurs vont essayer d'optimiser cette activité et vont proposer au roi tout un ensemble de nouvelles inventions pour se passer des esclaves, plus avoir besoin de leur savoir, et puis avoir une récolte de perles plus abondante. Et donc, elle étudie des dossiers de gens qui proposent, par exemple, d'introduire des formes de sous-marins, ces espèces de cloches qui permettent d'aller marcher sous la mer. Un autre qui propose une sorte de drague qui va permettre de racler les fonds marins. Et là, donc, 300 ans avant le cas dont je parlais tout à l'heure, on a déjà cette problématique de certains engins qui sont destructeurs des fonds marins. Voilà. Et donc, elle étudie un peu comment les populations locales résistent à ces projets et s'appuie notamment sur les savoirs dont parlait Solène, des savoirs très spécifiques, très locaux pour s'opposer à ces entrepreneurs et faire capoter leur projet d'exploitation.
Je vais préciser un peu parce que j'ai vu quelques yeux se plisser quand on a parlé du son des huîtres, du son des bancs d'huîtres. Donc, sans certitude absolue sur l'efficacité de la méthode, mais manifestement, donc, vous voyez, les huîtres, c'est une poussière, un grain de sable qui vient se coincer entre la coquille de l'huître et la partie vivante, je ne sais plus comment ça s'appelle, et petit à petit, l'huître sécrète une substance pour l'enrober, pour essayer de s'en débarrasser. Manifestement, quand il y a un passage à côté, les huîtres s'ouvrent et se ferment, ce qui crée un espèce de clap et fait remuer l'eau autour, ce qui produit du bruit parce qu'il y a des crabes qui sont obligés de bouger, parce qu'il y a du sable qui bouge, etc. Alors, c'est déjà extrêmement... moi, j'étais assez soufflé par ça, mais quand s'ajoute le fait que, du coup, plus il y a de passages au-dessus des bancs d'huîtres, plus les huîtres s'ouvrent et se ferment, risquent de récupérer des poussières ou des grains de sable, et donc de faire davantage de perles, a fait que plus l'exploitation de ces bancs d'huîtres a été importante, plus elles ont produit de perles. Ce qui a certainement fait que c'était effectivement une pêche qui pouvait rapporter énormément, parce qu'il y avait énormément de perles, jusqu'au moment où en fait tout a été récolté et il n'y avait plus rien, et le milieu a été entièrement dévasté. Oui, ça dans le cas des Caraïbes, ça s'est traduit par finalement une surexploitation, un épuisement progressif de ces bancs huîtriers. Ce qui n'est pas le cas partout. Par exemple, dans le golfe arabo-persique, la ressource, elle a été relativement mieux gérée jusqu'au début du XXe siècle, avec les marchands de perles et les maîtres, parce que les plongeurs n'avaient pas leur mot à dire, mais qui s'arrangeaient pour mettre certaines zones en réserve, et donc pas surexploiter cette ressource. Et en fait, l'activité économique de l'extraction de perles finit par s'effondrer dans le golfe arabo-persique au début du XXe siècle, mais pas à cause d'un effondrement de la ressource, simplement parce qu'à cette époque-là se développe l'élevage de perles de culture qui vient rendre absolument économiquement intenable cette activité. Donc on a une histoire un peu globalisée là, avec des scénarios qui ne sont pas forcément tout le temps les mêmes, ce qui est assez rassurant. Et juste un dernier point sur cette histoire, donc, sur la colonisation des Amériques. D'abord, les Espagnols cherchaient de l'or, ils en ont trouvé très peu, ça s'est effondré. Ensuite, ils ont exploité la perle, ça a duré quelques dizaines d'années. Et au moment où ça s'est effondré, ils ont commencé à exploiter de l'argent dont on a parlé il y a quelques semaines avec Guillaume Godin, qui nous parlait de la colonisation, pour le coup, beaucoup plus lointaine des Philippines, en disant qu'il y a eu tellement d'argent qui est sorti de ces mines qu'il fallait les utiliser quelque part, et que la colonisation des Philippines permettait d'acheminer l'argent vers la Chine. Donc ça permet de faire le lien entre les différents auteurs qu'on invite, et ça c'est vraiment formidable. Sur ces savoirs, du coup, à un moment est constitué manifestement un savoir colonial. Alors, dans cette histoire, on sent bien que finalement, il a atteint une limite parce que le savoir autochtone des pêcheurs lui-même était de meilleure qualité, qu'on ne pouvait pas se passer d'eux. Comment s'est constitué ce savoir ensuite plus scientifique ou plus... qui correspondait à une volonté d'industrialisation de l'exploitation des ressources. Tu veux dire au XIXe siècle Par exemple, au XIXe siècle, oui. Ok. Alors, pour le XIXe siècle, en fait, et pour cette histoire de la découverte des fonds marins, si on peut le dire ainsi. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, et par exemple on cite pas mal dans l'ouvrage le comte de Marcilly, qui est un des premiers en 1750 à essayer de faire une histoire de la mer et des fonds marins, etc. Et donc lui, il dit par exemple que les pêcheurs avec qui il est pensent qu'il n'y a parfois pas de fond et que pour lui, non, il va trouver ce fond, donc il essaie de faire des relevés précis.
Donc on a un ensemble d'acteurs à partir du XVIIIe siècle qui vont se mettre à l'exploration, ou qui vont tenter l'exploration de ces fonds marins, d'abord en essayant de sonder ces fonds marins pour essayer de voir un peu quelle est la profondeur des espaces. Ce qu'il faut bien rappeler, et ça c'est peut-être quelque chose qui perdure encore aujourd'hui, c'est que toutes ces explorations, elles donnent des données, mais elles donnent des données sur des espaces qui sont quand même assez réduits au départ, et qui vont générer ou qui vont donner naissance à une nouvelle science de la mer, mais qui reste quand même assez localisée. Enfin, Marcilly, c'est le golfe de Lion, et puis après, il va plus loin dans la Méditerranée orientale, mais bon, il a en fait 3 zones qu'il va exploiter, et il va dire le fond de la mer, c'est comme ça. Voilà. Donc, on a cet engouement pour le fond marin et pour la découverte en fait de ces fonds, et surtout la découverte de cette profondeur. Donc la profondeur, c'est déjà un premier enjeu de ces découvertes. Et puis progressivement, il va y avoir donc des explorations scientifiques qui se lancent bien dans des grandes expéditions. Voilà. Et ce qu'on peut dire peut-être au-delà de ces expéditions, dont peut-être Romain en dira un peu plus un mot avec les différentes expéditions qui ont eu, mais moi ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est toute la connaissance qui va être générée encore par cette exploitation des fonds, et notamment au XIXe siècle. Donc il y a la question de la vie de la profondeur, et la question de cette vie profonde dont on essaie d'avoir aussi des signes. Une autre question qui est importante pour les explorateurs, c'est de savoir si la vie est possible en fait dans les fonds. Et tu l'as rappelé en introduction, les fonds marins sont en fait une sorte de limites, ou en tout cas testent des limites qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire que ce sont souvent des endroits où il n'y a pas de lumière, ce sont des endroits où on a une température très basse, où la pression est très forte. Donc ce qui va se développer, c'est l'idée qu'il ne peut pas y avoir de vie, en fait, dans ces fonds marins. Et en 1849, on a Edward Forbes qui va développer cette théorie dont il parle, c'est cette théorie qu'il appelle la théorie azoïque, et il dit, à moins de 500 mètres sous l'eau, il n'y a pas de vie possible. Mais quelques années plus tard, et notamment grâce à cette exploration, ces fonds marins et ces câbles télégraphiques aux fonds marins qu'on avait posés. Donc, vous voyez, en gros, on est toujours sur cette idée qu'on va exploiter ces fonds marins sans en connaître grand-chose, mais on va poser des choses au fond de la mer. Il y a un câble qui cède en Méditerranée, qui va être remonté. Et là, on va se rendre compte qu'il y a plein de micro-organismes qui sont attachés en fait sur ce câble. Ce qui va générer en fait toute une redécouverte, ou en tout cas une exploration scientifique de ces différents micro-organismes, puisque dans cette découverte de la vie profonde, et ça continue encore de persister aujourd'hui, on a eu toute une remise en cause en fait de bases scientifiques sur dans quel milieu il peut y avoir de la vie, etc. Même jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à un article du Monde cet été qui parlait de cet oxygène noir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais de l'idée que les scientifiques auraient trouvé des matières au fond des mers qui produisent de l'oxygène. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui viennent encore rebattre un peu les cartes sur les connaissances scientifiques qu'on a. Voilà. Romain, peut-être pour préciser sur pourquoi ces expéditions et pourquoi ces découvertes scientifiques. Parce qu'en lisant le livre, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de science gratuite. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un lien avec l'extraction, avec l'exploitation du fond des mers, ou avec la volonté de poser des câbles télégraphiques qui reviennent assez régulièrement. C'est assez rigolo. Peut-être si tu peux nous préciser cette espèce de lien entre connaissances scientifiques et connaissances économiques ou... Oui, il y a un effet d'influence effectivement réciproque sur à la fois le développement d'activités économiques en mer et au fond de la mer, une sorte de diversification des usages de la mer, et de l'autre côté le développement de nouveaux savoirs. Et effectivement, il y a
on en parle dans le livre, mais un petit peu, parce que en fait, toute l'historiographie, c'est quand même beaucoup focalisé sur le 19e siècle et sur cette histoire qui est maintenant très classique et très bien connue, et par ailleurs fort intéressante, mais de comment on se met progressivement à essayer de maîtriser, enfin à développer des connaissances sur le fond de la mer pour pouvoir y faire passer le câble télégraphique. Et ça entraîne le développement de nouvelles techniques de sondage profond pour savoir exactement à quoi ressemble le profil, par exemple, de l'Atlantique. Donc la première carte bathymétrique qui représente les différentes profondeurs de l'Atlantique, c'est 1851. Et donc ensuite, ils arrivent à poser des câbles entre les côtes africaines et européennes de la Méditerranée. Mais le câble transatlantique qui fonctionne, parce qu'il y en a un qui est premier qui est posé, c'est 1866. Et donc, tout autour de cette aventure, qui était une aventure économique, se sont greffés des savants qui, eux, ont produit des savoirs qui, ensuite, vont être utilisés par d'autres savants. Mais c'est vrai qu'on ne peut jamais trop dissocier les deux. Et donc, bon, on l'évoque on fait un point là-dessus dans l'introduction, mais après, les contributions qu'on a réunies, ils ne reviennent pas, parce que, bon, comme je l'ai dit, c'était quelque chose de déjà assez connu. Mais par exemple, la contribution de Lino Camprubi, Béatrice Martinez-Ruiz et Maria Villarin, donc qui s'intitule L'invention de la profondeur dans la Méditerranée au 19e et 20e siècle. Elles reviennent sur cette question des liens entre monde économique et monde savant, pour faire simple, notamment en montrant comment l'essor de l'océanographie au XXe siècle est inséparable du développement de l'exploitation du sol et surtout du sous-sol de la mer, et donc inséparable de l'exploitation et de la prospection pétrolière. Et on montre notamment comment la géologie devient vraiment une discipline cruciale à cette époque-là. Et c'est pas un hasard si la théorie de la tectonique des plaques, elle est inventée dans les années 60, au moment où tout un ensemble d'institutions académiques mondiales, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France aussi, ont l'attention tournée vers le fond de la mer. Je ne sais pas si lequel d'entre vous a envie de parler du lien avec le pétrole du commandant Cousteau, peut-être, parce qu'il faut bien qu'on arrive à l'évoquer à un moment ou à un autre. Ou alors vous voulez qu'on ne l'évoque pas? Non, c'est vrai, on peut l'évoquer. Après, on n'est pas, enfin, en tout cas pas moi, des spécialistes de Cousteau non plus, mais c'est vrai que c'est une figure beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu vouloir nous faire croire. En particulier notre génération. Enfin, nous, on a plus connu le Cousteau porte-parole de la question environnementale, mais il y a un Cousteau aussi qui n'hésitait pas à aller démarcher des grandes entreprises pétrolières pour avoir de l'argent pour mener ces expéditions. Donc c'est vrai qu'il a un peu différentes facettes. Et dans les années 1960, il parle de la mer à la fois comme un passionné, comme un environnement à défendre, mais surtout d'abord comme un environnement à exploiter. Et il évoque l'idée de coloniser le fond de la mer, l'idée qu'on a une époque où il y a un regain du malthusianisme qu'on appelle le néo-malthusianisme, cette idée que la planète n'est pas capable de fournir des ressources suffisantes pour nourrir tout le monde. On a un moment où la population mondiale est en train d'exploser, et il y a tout un ensemble de gens, dont Cousteau, qui disent que c'est pas forcément un problème dans la mesure où on va bientôt maîtriser des techniques qui vont permettre d'aller chercher plein d'autres ressources au fond de la mer. Tu veux parler de Cousteau ? Non, enfin, juste pour ajouter une petite chose, c'est que c'est effectivement, enfin, Cousteau, il appartient à une époque aussi où on a une foi dans le progrès un peu inébranlable. Donc, en gros, l'idée de Cousteau, c'est effectivement d'avoir ce rapport à la mer qui est qu'on connaît et dont on a beaucoup parlé, mais qui est aussi un rapport de quelqu'un qui pense qu'avec la technique, on va pouvoir exploiter les océans et on va pouvoir vivre dans le fond des mers. Et par exemple, c'est la contribution de Christophe Camus sur ces maisons dans le fond des mers, et on voit bien la part que prend Cousteau dans ces expérimentations de création de maisons sous l'eau, quoi. Et ça, c'est intéressant aussi à peut-être à évoquer pour complexifier un peu cette figure, effectivement, qu'on connaît mal de ce côté-là. Ça m'intéresse qu'on aborde Cousteau, c'est pas complètement par hasard, mais c'est aussi parce que moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'avant, globalement, le milieu des années 50, on n'avait pas d'image du fond de la mer. Donc en fait, on en ressortait des choses,
on pouvait sonder les profondeurs, mais comment était représenté le fond de la mer dans les images ou dans qu'est-ce que cet imaginaire il pouvait renvoyer à quoi? Alors déjà, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que les fonds de la mer, en fait, ils ont une représentation qui est assez répandue, et ce depuis le XVIe siècle au moins, c'est par le biais des monstres marins sur les cartes. Quand vous regardez des cartes de cette époque-là, il y a toujours en fait un trait de côte qui est assez défini. Puis après, vous avez toute une partie des mers littorales. Et puis dès qu'on s'éloigne un peu, on a toujours ces figures de monstres marins qui émergent. Voilà. Et ce serait en fait, c'est un peu comme une sorte de personnification du fond marin qui arrive là. Bon, c'est l'inconnu, c'est effectivement la fascination pour des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est aussi une représentation du fond, enfin de ce qui est en dessous de la surface, voilà, qui vient se montrer un peu aux personnes qui ont ces cartes sous les yeux. Donc je pense que ce qui est important de dire, c'est que l'imaginaire des fonds marins, il est d'abord voilà, créé par ces fonds marins, par ces créatures qui vivraient dans le fond des mers. Et juste, je fais juste une petite parenthèse, mais si vous regardez un peu ce qu'on montre des fonds marins aujourd'hui, on n'est pas hyper éloigné des fonds marins quand on prend les espèces ou les poissons qui vivent dans les grands fonds. En règle générale, on aime bien prendre les poissons les plus monstrueux pour imager ces fonds marins. Donc en fait, je pense que même dans la société civile élargie, si on pense fonds marins, on pense créatures tout à fait étranges. Donc on n'est pas très loin finalement de ce qu'on faisait, de ce qu'on faisait avant. Et puis ensuite, effectivement, on n'a pas... On continue de ne pas avoir, en fait, Enfin, on a évidemment, avec les relevés bathymétriques, avec toutes les cartes aujourd'hui qu'on peut faire avec les nouvelles technologies et les technologies actuelles, on a des représentations de ces reliefs marins. On sait où sont les fosses abyssales, on sait plein de choses sur les fonds marins, mais on continue de penser les fonds marins qu'à travers soit la technique. Donc c'est une image, c'est la technique qui va nous donner une image de ces fonds marins. On n'a pas accès, nous, à ces fonds marins. On ne peut pas y aller. Soit par des objets qu'on va remonter, par des espèces qu'on va remonter. Donc on continue à avoir une sorte de barrière entre les fonds marins et nous, parce que c'est pas un environnement, c'est un environnement qu'on continue un peu quand même de se représenter à travers la technique, ce qu'on remonte, voilà. Alors peut-être avant de te laisser poursuivre, peut-être sur les images que tu montres au-dessus, mais j'ai été chercher un petit bout du début de La Petite Sirène d'Andersen. C'est le deuxième paragraphe. Alors, je l'ai regardé tout à l'heure, c'est autour de 1860, je crois. Sauf, non, personne... quelque chose comme ça. Maintenant, n'allez pas croire qu'il n'y a là qu'un fond de sable blanc et nu. Non, les arbres et les plantes les plus extraordinaires y poussent. Leurs tiges et leurs feuilles sont si souples qu'elles remuent au moindre mouvement de l'eau comme si elles étaient vivantes. Tous les poissons, petits et grands, se faufilent entre les branches, comme ici les oiseaux dans l'air. À l'endroit le plus profond, il y a le château du roi de la mer. Ses murs sont de corail et ses longues fenêtres gothiques, de l'ambre le plus clair, mais le toit est fait de coquillages qui s'ouvrent et se ferment au gré des courants. Cela a très grand air, car dans chaque coquillage, il y a des perles scintillantes. Une seule ferait une parure splendide dans la couronne d'une reine. On sent quand même le village danois transposé sous les mers. Est-ce que, Romain, tu vas peut-être nous parler? Alors, il y a un passage assez rapide, mais assez formidable aussi sur Jules Verne. Et donc, Jules Verne, 20 milieux sous les mers, on n'avait pas d'image. Mais apparemment, il était très fin lecteur de la production scientifique sur les fonds marins. Et apparemment, il a travaillé sur des travaux scientifiques. Peut-être, avec ces images, nous dire quel était cet imaginaire scientifique du 19e siècle
et la manière dont on a tenté de la retranscrire à l'usage du plus grand nombre. Oui, non, mais simplement pour rappeler qu'effectivement, la deuxième moitié du 19e siècle, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait déjà eu beaucoup de choses et qu'on avait un peu moins mis l'accent, mais c'est vrai que c'est un moment vraiment fondamental dans l'histoire de la perception de la mer et de sa découverte. Et donc, tu as parlé effectivement de Jules Verne, qui lui-même lit beaucoup les travaux produits par ce genre de savants. Donc, il y a une expédition qui est vraiment extrêmement célèbre, c'est l'expédition britannique du Challenger entre 72 et 76, qui est l'une des premières grandes expéditions mondiales dans les trois océans pour aller, pas simplement comme au XVIIIe siècle, découvrir des nouveaux continents, des nouvelles terres, mais explorer ce qu'il y a sous la mer, donc avec des dragages comme vous avez là, qui permettent de récolter tout un ensemble de spécimens qui vont permettre de documenter l'existence d'une vie au fond de la mer, mais d'une vie extrêmement diversifiée et riche. Et puis aussi, c'est un moment où les savants se mettent à diffuser massivement leurs connaissances vers le grand public. Alors là, c'est pas l'expédition du Challenger, c'est l'expédition une expédition française du Travailleur et du Talisman, qui est un tout petit peu plus postérieure. Et c'est une étudiante en master qui s'appelle Justine Constantin qui a travaillé là-dessus sur l'imaginaire du fond de la mer dans la culture, et notamment la culture populaire au 19e, 20e siècle, et qui montre comment il y a vraiment un désir de diffuser ces nouvelles connaissances, ici en organisant une expédition où non seulement on voit les différents instruments scientifiques utilisés par les membres de l'expédition, mais aussi les différents spécimens qui ont été retrouvés. Juste une dernière chose pour répondre à ta question sur les visions du fond de la mer avant l'invention de la photographie sous-marine, c'est aussi l'aquarium. Et d'ailleurs, dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est le grand moment de la mode de l'aquarium, où on se met à essayer de reconstituer la nature comme on imagine qu'elle l'est, mais en la maîtrisant, avec ce rêve un peu aussi de réussir à contrôler un environnement dans une boîte. Je crois que vous commencez à comprendre le titre un petit peu du livre, La dernière frontière, c'est-à-dire cette idée de conquête et d'avancée. Jusqu'à présent, on a parlé des fonds des mers un peu comme s'il y en avait un et que c'était un peu tout pareil, que globalement la mer, il y avait de l'eau et des poissons dedans. Pourtant, ça a fait l'objet de disputes sur la définition sur à qui appartiennent la mer. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu quelles sont ces disputes et comment on a fini par découper en tranches les mers et leurs fonds? Je ne sais pas, Solène, si tu es prête à partir sur ces questions ou si Romain veut se lancer. Tu commences et tu complètes. Oui, ça c'est une question vraiment compliquée. Enfin, puis c'était aussi l'idée de mettre un peu d'acteurs, d'enjeux économiques, politiques aussi dans toutes les histoires qui sont racontées dans ce livre. Mais en gros, l'idée c'était, et c'est notamment Pascal Ricard, qui est une collègue juriste qui écrit dans le livre, c'était de refaire une histoire du droit maritime qui est bien connue, mais en le prenant un peu depuis le fond. Et donc Pascal Ricard, elle remonte au XVIe siècle. Il y a une querelle qui est très fameuse, qui est la querelle autour de la liberté des mers, qu'opposent notamment les Hollandais aux Anglais. Et pendant très longtemps, c'est la position hollandaise qui était défendue par un juriste qui s'appelait Grotius, qui est donc la théorie de la mer libre qui va prédominer. Jusqu'au XXe siècle, en gros, il est convenu que les États ont le droit d'avoir une petite bande autour de leur côte de 3000 marins qui est une sorte de prolongement de leur territoire, mais qu'au-delà de ces 3000, tout le reste est absolument libre à la navigation, à la pêche, et que personne n'a le droit de s'approprier la mer, de décider que ça appartient uniquement à tel État et aux ressortissants de tel État. Et juste pour compléter, pourquoi c'est cette bande-là et pourquoi pas plus ou pas moins, c'est vraiment aussi lié à la technique de l'époque et l'idée que en fait, ces distances-là, elles étaient calculées avec des boulets de canon. Et en gros, c'était la portée, en fait, la possibilité de maîtriser cet espace
Voilà, et qui en fait a joué aussi dans la délimitation de cet espace-là. Mais effectivement, au-delà, tout était complètement, en tout cas, pensé comme tel, comme libre. Et donc jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait un consensus entre les nations, à une époque où il y avait encore une semblante de droit international qu'on respectait. Et donc ce consensus, c'était que les nations devaient se borner à cette bande et qu'au-delà, la mer était libre, jusqu'en 1945, où le président américain Truman déclare unilatéralement, sans respecter ces conventions qui avaient été établies de longue date, que les ressources du sol et du sous-sol du plateau continental américain, donc en gros toutes les côtes immergées tout autour des États-Unis, appartiennent aux États-Unis et qu'ils sont les seuls à pouvoir exploiter ces ressources. Et donc là, vous imaginez que les États, d'autres États vont considérer que c'est pas normal et ils vont se mettre à revendiquer la même chose. Et donc plein d'États vont commencer à fermer leurs eaux beaucoup plus loin que cette limite des 3000 en revendiquant des zones de pêche. C'est le début de l'extraction pétrolière aussi, donc des fonds marins sur lesquels ils vont revendiquer des droits exclusifs. Et ça aboutit à une sorte de phénomène d'enclosure de la mer, de fermeture progressive, qui est consacré en 1982 par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est un peu la constitution de la mer. C'est le résultat de plusieurs dizaines d'années de travail, de délégation diplomatique pour se mettre d'accord sur le droit de la mer. Donc ça consacre le principe des ZEE, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, les zones économiques exclusives. Donc cette fois, les États peuvent s'approprier la mer jusqu'à 200 000. Donc au large de leur côte, et ils peuvent même, selon des dérogations, aller jusqu'au bout du plateau continental s'ils se situent dans le prolongement de leur territoire. Enfin bref, il y a une grande partie des mers qui passent sous le contrôle des États côtiers, parce qu'évidemment les États enclavés n'ont pas le droit au gâteau maritime, parce qu'ils n'ont pas de côte. Et cette Convention des Nations Unies décide aussi que, donc c'est vrai que j'aurais pu vous montrer le schéma, mais au-delà des 200 000, ce sont les eaux internationales sur lesquelles la navigation est libre. Au fond de la mer, en revanche, il y a un statut particulier qu'on appelle la zone. Donc le fond de la mer s'appelle la zone. Il est placé sous l'autorité d'une institution internationale qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins et qui a pour but de faire respecter son statut de bien commun de l'humanité, de son appartenance au patrimoine mondial de l'humanité. Voilà, ça c'est la théorie. Parce qu'en pratique, cette AIFM, elle a aussi pour but de permettre à terme, pas pour l'instant, mais dès 1982, il y avait cette idée qu'elle pourrait octroyer à terme des permis d'exploitation du fond de la mer. Et c'est toute la question aujourd'hui des ressources minérales qui se trouvent au fond de la mer. C'est les nodules polymétalliques, par exemple, dont on a pas mal parlé aussi cette année dans la presse. Alors, ces eaux internationales, cette zone, on considère que c'est un patrimoine commun de l'humanité, c'est quand même pas rien au niveau légal et des relations internationales qu'on ait considéré que c'est un patrimoine commun de l'humanité sur lequel on ne peut avoir des activités que pacifiques et dans l'intérêt de l'espèce humaine. Globalement, c'est à peu près les termes qui sont utilisés, c'est quand même formidable, mais c'est un statut qui, dans ses manières pacifiques et dans l'intérêt de l'espèce humaine, a permis notamment d'aller jeter des déchets nucléaires pendant des années pour s'en débarrasser, où tout le monde s'est mis d'accord pour ça. Peut-être si tu peux revenir sur le schéma précédent et Solène, si tu peux nous indiquer, parce que il y a tout un chapitre, toute une partie sur l'Anthropocène ou le Capitalocène, suivant les termes qu'utilisent vos auteurs. Dans quelle zone est-ce qu'on exploite quoi dans votre livre ? Alors, la zone la plus exploitée aujourd'hui, c'est le plateau continental, Romain l'a dit, parce que c'est l'espace qui est souvent intégré dans les ZEE et donc du coup, ça pose aucun problème de souveraineté. Maintenant, il y a toute une partie aussi, comme Romain l'a dit, de ressources qui se trouvent aussi dans cette zone, et c'est bien ça le problème qui aboutit aujourd'hui à toutes ces controverses dont on parle, à savoir à qui appartient ce fond des mers et comment est-ce qu'on va pouvoir les exploiter, etc. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une superposition en fait sur ce schéma aussi d'une définition un peu matérielle du fond,
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le plateau continental ? C'est aussi un espace qui est souvent entre jusqu'à 600 ou 700 mètres de profondeur. Voilà. Ensuite, on a les abysses, les plaines abyssales, les fosses abyssales, et ça, c'est une définition un peu matérielle du fond de la mer. Et à cette définition-là se superposent ces définitions juridiques de zones économiques exclusives et de zones pour cet espace-là ou pour les eaux continentales. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce schéma, il est à la fois déjà un peu complexe, mais donc on ne peut pas le complexifier plus. Mais des fois, dans les ZEE, il y a des plaines abyssales. Enfin, ça va parfois plus loin. Donc, bon, ça, c'est des choses qu'il faut... voilà. Mais c'est vrai que cette double définition, elle génère des conflits d'appropriation de ressources très, très forts. Et par exemple, le cas... on commence l'introduction par ça, mais le cas de la Norvège aujourd'hui qui avait donné des permis pour aller explorer ces fonds et puis qui les a ensuite retirés. Enfin, ça génère beaucoup de controverses juridiques pour savoir si effectivement ces fonds marins vont être exploités ou non. Je termine juste sur ça, mais il y a peut-être aussi une question de technique derrière. Enfin, je vous ai parlé des boulets de canon, mais il y a aussi cette idée-là que plus on a la technique pour le faire et plus ces controverses vont devenir aussi importantes, quoi. Il y a les controverses entre États pour l'appropriation de ces espaces, mais il y a aussi des contestations de ces tentatives d'exploitation, que ce soit des granulats, du pétrole, dont beaucoup d'articles évoquent. Est-ce que vous pourriez peut-être parler, alors je sais pas, l'un ou l'autre de ces formes de contestation, d'où elles viennent et quelle efficacité elles ont pu avoir dans la deuxième partie du XXe siècle, disons? J'aurais jamais dû leur laisser se donner la parole. Il faut que je m'adresse à l'un ou à l'autre directement. Mais c'est vrai que ça revient dans pas mal d'endroits du livre, notamment parce que nous, on vient de l'histoire de la pêche et que les controverses autour de l'emploi de certaines techniques, elles sont très anciennes. On a parlé tout à l'heure du chalut. Les premières dénonciations des effets délétères du chalut sur les milieux marins, ça remonte au XIIIe siècle par des pêcheurs anglais d'une communauté qui accusaient une autre communauté d'employer cette technique-là. Donc là, il y a vraiment un conflit d'intérêts et d'usage entre ces deux communautés. Et donc en fait, l'histoire de l'exploitation de la mer, elle est parsemée de ce genre de controverses. Au XIXe siècle, il y en a une autre autour de l'introduction du scaphandre, qui est présentée par ses promoteurs comme une technique qui va permettre de révolutionner l'exploitation de certaines ressources comme les huîtres perlières, les éponges, le corail, etc. Et là encore, ça crée tout un ensemble de conflits pour différentes raisons. Il y a des raisons sanitaires, c'est qu'il y a une hécatombe de plongeurs liée à l'utilisation de cette technique, dans la mesure où ils ne se contentent plus de plonger en apnée, mais ils vont beaucoup plus profond, et donc ils remontent sans faire de sas de décompression. Donc il y a énormément, c'est vraiment un drame sanitaire, et ça, il y a les travaux d'un collègue qui s'appelle Daniel Faget, qui a publié la biographie, c'est un document vraiment rare et passionnant, d'un pêcheur d'éponge qui s'appelle Yannis Hierakis, donc un pêcheur d'éponge grec au début du XXe siècle, qui montre à quel point ce métier était dangereux, et encore plus à partir du moment où on a introduit le scaphandre. Et donc il y avait une ligne d'attaque contre le scaphandre qui était liée à ces enjeux sanitaires, une autre à ces enjeux environnementaux, dans la mesure où pendant très longtemps ces ressources avaient réussi plus ou moins à se maintenir, parce qu'il y en avait qui restaient toujours inaccessibles, donc qui permettaient de réensemencer les bancs qui avaient été détruits, qui étaient les moins profonds. À partir du moment où on se met à pouvoir accéder à tout et tout récolter, eh bien, ça pose évidemment un problème de limite écologique, et les ressources ont fini par disparaître, quoi. Ça a été bien documenté en Floride, par exemple, où toute la pêche des éponges s'effondre en 10-15 ans à cause de l'introduction du scaphandre. Ouais, pour compléter ce que dit Romain, il y a vraiment un conflit dans les ressources entre les conflits d'appropriation, c'est-à-dire qui va pêcher quoi, et là on est vraiment sur une exploitation des fonds, et puis peut-être aujourd'hui et depuis, peut-être que c'est à ça dont c'est ça aussi que tu avais en tête, mais
peut-être depuis les années 70, il y a aussi toute une question écologique qui affleure, et notamment dans cette exploitation des fonds marins. Au-delà de quelles ressources appartiennent à qui, on a des conséquences écologiques importantes sur aussi les habitants de ces littoraux. Je sais pas, il y a plein d'exemples. Bon, il y a l'article de Fabien Locher sur l'exploitation du pétrole autour de la Méditerranée, sur les côtes méditerranéennes françaises. Il peut y avoir, ça peut être en fait tout un tas de choses dont s'emparent les riverains pour dire, nous, on a un littoral qu'il faut préserver et qu'il faut aussi préserver dans leur qualité de vie. Voilà. Donc des plateformes de gaz qui créent des séismes, des exploitations pétrolières qui vont aussi générer d'autres types de problèmes. Voilà. C'est tout un ensemble aussi peut-être de protection d'habitats littoraux liés à ces exploitations-là. Et l'article de Fabien Locher, il est intéressant quand même parce que là, par sa chute, dans la mesure où c'était un projet dans les années 70 de prospection et éventuellement d'implantation de plateformes pétrolières au large de la Côte d'Azur. Donc par exemple, le maire de Cannes n'était pas forcément fan, mais donc il y a eu une mobilisation des pêcheurs, des habitants, etc. Mais sa conclusion, c'est quand même de dire on est dans les années 70, à un moment où il y a un boom de la consommation de pétrole, que tout le monde roule en voiture, vient sur la Côte d'Azur en voiture, et on a besoin de pétrole, mais juste plus loin que sur nos côtes, quoi. Éventuellement chez les autres, qu'on ne voit pas tous les effets que ça peut produire. Et voilà. C'est assez étonnant cette histoire. C'est la crainte que la vue, parce que la Côte d'Azur, c'est vue sur la mer. C'est-à-dire, on ne regarde jamais derrière nous, on voit la mer. La crainte qu'il y ait des derricks. C'est-à-dire que le paysage soit plein de derricks et de plateformes offshore et que ça détruise toute l'économie touristique. Donc ce sont effectivement les maires du littoral méditerranéen français qui écrivent pétition sur pétition et tribune sur tribune pour éviter que le tourisme ne s'effondre. Donc en fait, on voit sur certains de ces conflits que ce sont bien des arguments d'ordre économique qui permettent d'empêcher certains types d'exploitation. De la même manière sur l'extraction du granulat, que ce sont finalement des pêcheurs qui disent mais si on racle les sons pour récupérer du granulat pour faire du béton, ça va détruire nos zones de pêche. Donc la pêche va s'effondrer et il est inadmissible avec le poids économique et social que ça a que la pêche puisse s'effondrer dans ces lieux-là. Effectivement, la chute de l'article de Fabien Locher, disant qu'il y a c'est le marronnier de l'été, quoi, les embouteillages autour de Lyon pour descendre sur la Côte d'Azur en bagnole, alors que surtout, on ne veut pas d'extraction de pétrole dans ces lieux-là. C'est assez... il y a un retournement de situation qui est assez formidable. Le livre termine sur la vision que les pêcheurs ont des fonds marins. Je ne sais pas, Solène, si tu veux parler de cet article un petit peu. Alors le dernier article du livre, effectivement, c'est un article qui est écrit par Fabien Clouette, qui est anthropologue de la mer et qui a beaucoup travaillé avec des pêcheurs. Il s'est embarqué beaucoup avec des pêcheurs, des marins pêcheurs bretons. Et il nous a livré, il nous a fait l'honneur, le plaisir d'avoir cet article dans le livre sur ce que les pêcheurs en fait se représentent des fonds marins avec ce qu'ils sortent dans leur filet qui n'est pas du poisson. Et donc il montre à quel point en fait il y a toute une diversité d'objets qui peuvent être parfois remontés sur les bateaux, déversés, etc. Et lui il s'intéressait à ce que ça produisait chez ces marins. Et donc
moi j'aime beaucoup cet article, je le trouve vraiment, vraiment beau parce qu'on a tout un imaginaire de ces marins sur ces fonds marins et autour de plein de choses. Alors soit la découverte d'un trésor, donc il parle de trésors enfouis voilà, qui pourraient affleurer à la surface. Il parle aussi d'éléments qui constituent la crainte ou les craintes de tous les pêcheurs, par exemple des corps de pêcheurs qui remonteraient dans les filets. Donc c'est vraiment voilà, très intéressant en fait de le lier aux travailleurs de ces fonds marins qui sont en fait les plus connectés à ces fonds et de voir quelle est cette vision qu'ils peuvent développer eux à travers ce qu'ils remontent dans les filets. Mais on est un peu toujours dans cette idée que ces fonds marins sont imaginés à partir d'objets qui remontent quoi, dans ces filets. Mais là, c'est un ethnologue qui a été faire son enquête sur les chalutiers. Romain, est-ce que tu as déjà rencontré des archives de la manière dont les pêcheurs pouvaient évoquer le fond des mers? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne leur demandait pas? Oui, tout à fait. Bon, alors, en sachant que moi, je travaille, parce que là, c'est un projet collectif, mais moi, mes terrains de recherche, c'est des périodes un peu plus reculées, 18e, 19e, donc le fond de la mer dont on parle, il n'est pas très très loin. Mais oui, il y a des archives, dans la mesure où ces pêcheurs, pour pêcher, ils avaient forcément une représentation mentale du fond de la mer, qui est documentée par Duhamel du Monceau, par exemple, qui est quelqu'un qui a écrit un traité général des pêches au XVIIIe siècle. Il est allé interroger des pêcheurs et d'après les informations qu'il a pu réunir, il arrive à restituer un peu comment les pêcheurs de telle ou telle communauté se représentent leur territoire avec les endroits où se situent les différents fonds exploités, etc. Et moi, je travaille aussi sur une institution de gestion de certaines ressources, et notamment des bancs huîtriers. Et entre les îles anglo-normandes et les côtes françaises, se met en place au XVIIIe siècle une institution très originale dont l'origine est la question de l'épuisement de la ressource, donc de ces bancs huîtriers. Et pour éviter cet épuisement, les communautés se mettent à sonder chaque année toutes les zones de leur baie pour voir quel est l'état de cette ressource et pouvoir décider sur la base de ces sondages quelles zones vont être exploitées, quelles zones vont être mises en réserve, ménagées comme ils disent. Et donc là, c'est une connaissance extrêmement précise et fine du fond de la mer. Juste très rapidement, moi ce que je vois en Adriatique et pour le XVIIIe siècle à Venise, c'est dans des controverses de filets par exemple, c'est à quel point les pêcheurs savent si les fonds sont sableux, vaseux, rocheux, quelle végétation ils sont, si quand on a des plombs dans les filets, ça va arracher telle ou telle petite végétation ou déplacer tels espaces. Donc en fait, c'est vrai que c'est des fonds qui ne sont pas profonds. Bon, évidemment, la lagune n'est absolument pas du tout profonde, l'Adriatique et le nord de l'Adriatique non plus, mais quand même, ça signifie qu'il y a quand même une connaissance voilà, de ces fonds, quoi. Je crois que tu voulais parler d'autres... Non, j'avais mis ça, comme on parlait de ce qu'il y avait au fond de la mer dans l'article de Fabien Clouette, mais il y a notamment des barils radioactifs. En assez mauvais état d'ailleurs. Peut-être ça peut faire une transition. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on y est. On ne va pas reproduire pour une heure. Je vais vous passer la parole pour des questions, mais peut-être pour vous laisser le temps d'y réfléchir. Au niveau environnemental ou écologique, est-ce qu'on sent des envies ou des volontés de protéger le fond de la mer très récemment, ou est-ce qu'on reste sur un modèle purement extractiviste et d'exploitation des fonds Je commence. Par exemple, il y a quelques petits signes un tout petit peu encourageants, même si c'est seulement des petits signes. Mais donc on a parlé tout à l'heure de cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Et 2025, en France, a été décrétée année de la mer parce qu'il y a eu à Nice, au mois de juin dernier, une autre Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui avait notamment pour objet, l'un des sujets était la question de
du deep sea mining, de l'exploitation minière des fonds marins. Et le fait est qu'à l'occasion de cette convention, un certain nombre d'États, dont la France, qui était assez moteur sur ce sujet, ont décidé de signer un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, c'est-à-dire son interdiction, en tout cas jusqu'à ce qu'on ait réuni des connaissances suffisantes pour savoir ce qu'on allait détruire quand on allait vraiment y aller. Bon, alors ça c'est plutôt, il y a un signe d'une partie de la communauté internationale qui est... et donc c'est plutôt un signe encourageant. Après, il faut savoir qu'il y a des États comme le Chili, par exemple, qui vont signer ce moratoire, non pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille au fond de la mer, mais parce que ça pourrait faire de la concurrence à leurs ressources minières, notamment le cuivre, dont ils sont l'un des principaux exportateurs. Donc il faut toujours avoir un peu... se méfier un petit peu des positions des uns et des autres. Et par ailleurs, il y a Donald Trump qui a annoncé en mai que le droit international, il n'en avait pas grand-chose à faire et qu'il incitait les entreprises, notamment américaines, à y aller et que c'était l'un des grands enjeux et que le multilatéralisme et l'autorité internationale des fonds marins, c'était pas forcément nécessaire d'en tenir compte, quoi. Donc, je ne sais pas si on peut être si rassuré que ça. Non, je souscris. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un? Alors à peu près tous les thèmes qu'on a abordés sont extrêmement approfondis et détaillés d'une manière très, très vivante. Ce sont toujours des... Alors il y a une histoire même un peu héroïque par moment d'individus qui se lancent dans des espèces de tentatives... soit de recherche et d'expédition, soit même dans des expéditions de pêche de la part de quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans un fauteuil à lire des livres, paraissent vraiment extraordinairement dangereuses, périlleuses et complètement folles. Mais voilà, cette histoire est toujours extrêmement incarnée et on sent notamment par d'assez petits groupes de personnes en fait. Qui se retrouvent, alors soit qui vivent sur un même bateau, soit qui essaient de fabriquer du droit international, soit qui essaient de faire des découvertes scientifiques, mais il y a toujours finalement assez peu de monde. Alors peut-être reparler un petit peu des tentatives d'habitation dans le fond des mers, qui est quand même un truc magnifiquement rétro-futuriste. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces reproductions où effectivement le commandant Cousteau a participé, mais pour quelles raisons est-ce qu'on s'est dit il faut aller vivre dans le fond des mers, et à quel moment est-ce qu'on s'est dit finalement peut-être pas une super idée? Alors moi, je ne peux que reprendre ce que mon collègue dit dans le livre, et d'ailleurs, je vous renvoie à ce qu'il dit, parce qu'il le dit beaucoup mieux que moi. Mais ce qu'il démontre dans son article, c'est qu'il y a cette volonté, il y a vraiment cette volonté de repousser des limites très claires. C'est-à-dire que quand on a évoqué le titre de Dernière frontière, l'idée c'était aussi de montrer que les fonds marins constituaient une dernière frontière pour beaucoup d'aspects. Et là, la dernière frontière qui veut être dépassée, c'est clairement celle de la possibilité de vivre et de coloniser les fonds marins, alors même que c'est un environnement hostile où la vie humaine est impossible. Donc là, on voit bien aussi la manière dont on essaye de s'emparer de ces espaces et de repousser toujours plus loin les limites des capacités des sociétés humaines. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que on est aussi dans une période, c'est assez lié, et c'était une question qui nous a été posée la semaine dernière, mais c'est assez lié à toute cette exploration aussi de l'espace. On est un peu sur deux environnements qu'il faut absolument voir, occuper, ou en tout cas visiter déjà. Voilà. Et donc, ça participe de ça, ces maisons sous l'eau. C'est-à-dire, on va créer des habitats où on va pouvoir rester sous le fond des mers, on va pouvoir habiter au plus profond, etc. Et il y a évidemment toute cette idée que les fonds marins seront des espaces qui seront complètement anthropisés,
anthropisé au sens transformé par l'homme, utilisé et colonisé par les hommes. Et de fait, ce qu'on montre aussi, ce que ce collectif montre aussi, c'est qu'ils sont effectivement anthropisés, ces fonds marins, mais pas par la présence humaine, plutôt par les artefacts des humains, parce que quand les humains plongent à 4000 mètres, à 10 000 mètres, ils peuvent trouver du plastique, par exemple. Alors, on n'y est pas, mais on a quand même laissé des traces, par exemple. Il y a un petit extrait d'un texte sur Diogène, une des missions de vie sous les mers. Malgré son exiguïté, Diogène est aussi très confortable. Il y a un téléviseur qui reçoit les programmes nationaux, une radio, une petite bibliothèque et même un tableau de notre peintre sous-marin André Laban. Une douche avec eau chaude y arrive directement de l'Espadon, le bateau d'assistance, par un tuyau de plastique. Les repas préparés en surface sont apportés dans une cocotte minute par d'autres plongeurs. Un fourneau électrique permet de les réchauffer si, pour des raisons imprévues, la livraison des repas devait être interrompue. Les océanautes peuvent cuire des aliments de secours stockés dans le cylindre. À l'intérieur de Diogène, la température oscille entre 22 degrés et 25 degrés grâce à une série de radiateurs électriques à infrarouge. Dans cet article, vraiment, notre collègue, il a amené beaucoup d'iconographie et c'est super intéressant d'aller voir la manière dont ces explorations ou ces projets ont été documentés aussi par l'image, quoi. Ça donne une vraie idée de ce qu'était toute cette exploration. Oui, non, mais c'est qu'il y a tout un moment un peu utopique où on se dit qu'on va pouvoir coloniser ce fond de la mer. Et nous, ce qui nous semblait intéressant, c'était de montrer que cette idée de mer comme dernière frontière, elle a une histoire, et donc on la voit revenir aujourd'hui avec cette histoire d'exploitation minière des fonds marins. Il y a vraiment une petite musique qui monte depuis une dizaine d'années en disant que c'est vraiment, avec cette idée aussi que, par exemple, on connaît moins le fond de la mer que la face cachée de la Lune, des choses comme ça qu'on répète tout le temps, avec l'idée que c'est vraiment ça l'objectif pour l'humanité, l'humanité et quelques compagnies qui vont avoir les moyens financiers et techniques d'y aller dans les années à venir. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui était encore plus ancien. Cette idée que le fond de la mer, il est pas assez exploité. Il recèle de richesses, mais il est pas productif parce qu'on n'est pas capable de le rendre productif. Et ça, c'est une idée qui apparaît dès le milieu du 19e siècle, avec, alors plus près des côtes, mais avec l'idée qu'on va mettre la mer en culture. Et c'est lié au début de l'aquaculture, de l'ostréiculture. Il y a l'idée que chez quelqu'un, par exemple, comme Victor Coste, en France, qui est considéré comme l'inventeur de l'ostréiculture moderne, il y a cette idée que le fond de la mer est une sorte d'inculte, d'un friche, comme on disait des landes à cette époque-là, et que il faut aller l'ensemencer. Il y a même des campagnes vraiment qui ont été lancées par ce personnage pour faire ça, pour essayer donc de créer des nouvelles richesses au fond de la mer et de tirer profit du plus grand nombre de territoires possibles sur la planète. Pas de questions supplémentaires. L'histoire en fond marin, on est où? Ça a l'air de bouger depuis quelques années, de se développer. Est-ce que c'est une histoire très internationale ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de chercheurs en France, plus particulièrement, qui s'y intéressent? Et est-ce que vous faites, comme vos illustres prédécesseurs, des recherches financées par des grands groupes pétroliers pour potentiellement pouvoir exploiter au mieux les fonds des mers? Oh non. On n'a pas de financement comme ça. On a des petits financements de l'université Toulouse de Jean Jaurès pour l'instant, d'ailleurs qu'on remercie parce qu'elle a contribué à la publication de ce livre, de même que le Labex SMS et l'université de Bretagne Sud. Mais bon, on n'a pas eu beaucoup plus. En fait, la recherche en histoire, hein, tu parles. On s'est rendu compte avec Romain qu'effectivement, il y a un dossier, on en parlait juste avant avec toi, il y a un dossier sur l'exploitation des fonds marins et la plongée qui était sorti récemment. Donc on voit bien que ça peut être un objet d'histoire à part entière. Pour autant, il y a aussi le mémoire de master que Romain a cité,
de Justine Constantin sur l'imaginaire des fonds marins. Pour autant, là, c'est un sujet qui, à mon avis, nous, en fait, c'est ça l'idée aussi dans le livre, c'est de réunir un ensemble de contributions et de dire aussi aux historiens de s'emparer de la question pour aller plus loin et essayer de travailler sur ça, parce que c'était aussi un pari de cette journée, mais finalement, les contributeurs qui sont dans ce livre, ils se présenteraient pas à vous comme des spécialistes des fonds marins. Ils ont tous une spécialité qui est plutôt autre, avec d'autres objets. Et c'est ce livre-là qui crée aussi un objet, quoi. Donc voilà. Et nous, on pense qu'il y a plein de choses à faire encore sur la question et qu'on est juste un premier pas dans cette histoire-là qui est encore à écrire, quoi. Voilà. Merci. En fait, tu m'as tendu la perche avec le passage que tu as cité et avec cette, je ne sais pas si c'est une capsule ou autre, qui s'appelle Diogène. Et donc, je vais parler d'Antiquité. Je me demandais, pour prolonger ce que tu disais, si on veut écrire une histoire du temps long aussi des fonds marins, vous travaillez également avec des médiévistes. Tu as parlé des premières controverses au XIIIe, donc je suppose que oui, mais aussi avec les spécialistes de l'Antiquité. On n'a pas grand-chose sur la pêche et les pêcheurs. C'est un monde qui est assez peu documenté par nos sources, mais il y a quand même des choses. Donc, est-ce que vous imaginez de faire quelque chose sur du temps long et de comparer? Et l'autre chose qui est plutôt une remarque, c'est par rapport à Diogène et le parallèle qu'on peut faire avec cette dernière frontière et aussi l'idée de conquérir l'espace et le spatial, le sous-marin. Il y a des parallèles qu'on peut faire. Et ce qui est frappant dans le spatial et tout le domaine aussi de l'astrophysique, c'est la capacité que les chercheuses et chercheurs dans ces disciplines scientifiques ont à capter des noms qui viennent de l'Antiquité pour nommer telle comète, tel engin, etc. Et alors, comme là, tu parles d'une capsule, enfin, en tout cas, un habitat potentiel sous-marin qui s'appelle Diogène, est-ce que c'est aussi une mode qu'on trouve dans le monde sous-marin pour ces espaces qu'on connaît assez mal? Est-ce qu'on a tendance à, dès qu'il faut nommer quelque chose, à aller chercher, prendre dans ce pot de l'Antiquité qui a donné plein de noms, de mythes, et qui sont souvent réutilisés, en fait? Alors, je botte en touche pour la deuxième partie, parce que je suis pas... Ouais, je saurais pas répondre à la question. En revanche, pour intégrer l'Antiquité à cette histoire-là, évidemment oui. Et moi, par exemple, je sais pas, il y a toute cette question quand on parle de l'Anthropocène et des fonds marins, de toute cette question des épaves, des bateaux des époques antiques, tu vois, des épaves grecques et romaines par exemple, ou phéniciennes ou égyptiennes, qui en fait sont nombreuses en Méditerranée par exemple, commencent à être étudiées parce que l'archéologie marine est quand même en plein essor là ces dernières années. Ça apporte plein de réponses aussi à cette manière alors dans l'analyse de la navigation, mais surtout là de ce que sont les épaves et les épaves en elles-mêmes, l'histoire de ces épaves qui pendant je ne sais pas combien d'années sont restées dans le fond des mers et ont généré aussi des conséquences sur ces fonds marins. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et par exemple, je sais pas, sur les fonds marins proches, il y a vraiment plein de choses encore avec l'archéologie sous-marine et marine, mais moi, je pense au fait que les Vénitiens ont toujours dit que c'était des hommes nouveaux et n'avaient rien à voir avec le monde romain. Dans leurs écrits, ils disent tout le temps ça. Et quand on s'intéresse à l'exploitation de la lagune par les pêcheries, on se rend compte que depuis l'époque étrusque, il y a des pêcheries dans la lagune. Donc ça, c'est par exemple, ça fait partie de cette exploitation des fonds marins, de ce qu'on trouve aussi dans le sable de la lagune, etc., qui pourrait tout à fait être intégré. Donc moi, je plaide pour une histoire des fonds marins vraiment sur le long terme, effectivement. Mais sur la deuxième partie, je donne le micro à Romain. Ouais, non, je sèche aussi sur la deuxième partie. Après, la difficulté, c'est de faire une histoire des fonds marins à l'époque ancienne. Il y a un peu de travaux sur les techniques de plongée. Il y a toute cette figure du plongeur soldat qui allait attaquer les bateaux ennemis. Alors, je n'ai pas trop creusé, mais il y a beaucoup de littérature là-dessus.
Puis il y a aussi il y a cette fameuse représentation d'Alexandre qui irait au fond de la mer dans sa cloche. Donc il y a un peu de matière, mais après, pour faire une histoire à proprement parler environnementale, c'est-à-dire où on documenterait des effets des sociétés humaines sur le fond de la mer, c'est quand même plus compliqué. Mais si, il y a quand même ce cas comment on appelle, le coquillage dont on tirait un colorant rouge, là. Le murex. Ça, il y a un peu des travaux là-dessus, quand même. Mais ça reste des fonds très proches, ce qui n'est pas un problème. Mais... Enfin, c'était un peu l'idée de faire le fond de la mer, c'est-à-dire qu'on se permettait de mettre plein de choses dedans. Et de remonter dans le temps, parce que sinon, les abysses, à part l'histoire culturelle, on commence au 19e siècle. Quoi. Pour ta deuxième question, la Calypso, ça marche? Ça va aussi, donc le bateau du commandant Cousteau. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Avant de vous remercier et de clore cette séance, si vous voulez bien, j'aurais jamais osé le faire si elle était là, mais la semaine prochaine, Hélène Cardona part à la retraite. C'est la dame qui vous accueille à toutes les rencontres là derrière. On dit qu'à Ombre Blanche, en 50 ans, il y a eu 10 000 rencontres. Ce sont 10 000 animateurs qui ont été choisis par Hélène la plupart du temps et qui, pour la plupart, ont accepté, parce que c'était Hélène qui le demandait, y compris moi. Elle ne m'aurait jamais botté le cul, j'aurais pas animé toutes ces rencontres. Merci à elle, merci à vous et merci d'être venus. L'ouvrage Dernière frontière, une histoire environnementale du fond de la mer est publié aux éditions Champvallon. Il s'agissait à l'instant d'une rencontre avec les co-directeurs de l'ouvrage, les historiens et historiennes Solène Rivoal et Romain Granchet, enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 10 décembre 2025, et réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.